Lydia Guirous, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes présidente de l'association Futur au féminin et puis vous avez créé la cellule SOS harcèlement sexuel aux hôpitaux de Paris. Merci d'être sur le plateau de C'est-à-dire pour commenter le texte qui a été présenté ce matin en Conseil des ministres et qui condamne le harcèlement sexuel parce que l'ancien texte n'était pas clair. Donc il y a un nouveau texte qui dit que maintenant est condamnable, je cite, le fait d'imposer à une personne de façon répétée des gestes, propos ou tout autre acte à connotation sexuelle. Alors, est-ce que ça veut dire, Lydia Guirous, que des blagues graveleuses entre copains, dans le cadre du boulot, entre collègues, ça, c'est condamnable? Alors ça veut surtout dire qu'il y a une volonté de la part du gouvernement de combler un vide juridique suite à l'abrogation de la loi sur le harcèlement sexuel. Seulement la nouvelle loi est assez imprécise et en effet une blague de façon non répétée, est-ce que ça peut être condamné ou pas? Le texte est tellement imprécis qu'on n'arrive plus à savoir. Ce texte donne deux définitions du harcèlement sexuel. La première, c'est des menaces avec répétition et la deuxième, c'est menace sexuelle sans répétition. Mais s'il y a un lien hiérarchique, voilà. Là c'est 2 ans. Seulement, le harcèlement par essence comporte la répétition. Donc c'est assez flou, c'est assez imprécis et ça comporte des risques. Il y a le cas par exemple d'un locataire qui chercherait un appartement et le propriétaire lui ferait des avances sexuelles. Ben ça c'est condamnable. Bon. Il y a le problème de la preuve là, parce qu'un locataire qui dit écoutez, si j'ai pas l'appartement, je vous accuse de harcèlement et je vais dire que vous m'avez fait des avances. Et il y a le problème de la preuve et il y a le problème qu'on complique le travail de la police et des juges également. Comment on peut mener l'enquête, comment on peut prouver qu'il y a en effet harcèlement sexuel et pas simplement une blague. C'est assez compliqué, il va falloir clarifier ce texte et je pense que ça va être le cas, notamment lorsqu'il va passer devant la commission au Sénat et lors des différents allers-retours entre le Sénat et l'Assemblée nationale. En tout cas, il faut que le texte soit beaucoup plus précis et il faut, parce que je crois qu'il y a eu un problème de pilotage aussi de ce dossier au sein du cabinet du ministère des droits des femmes, parce que les associations ont remonté, ont remonté des demandes précises, les juges, la police également, et ça n'apparaît pas du tout dans ce texte, donc on le regrette énormément. Lydia Guirous, sans nier le fait qu'il y a du harcèlement sexuel, est-ce que si la vie au travail, c'est aussi la vie tout court? Il y a beaucoup de relations amoureuses qui se passent au travail. Est-ce qu'une personne qui fait le premier pas, elle pourrait avoir peur, du coup. Et est-ce qu'on ne s'oriente pas vers une vie aseptisée, où tout est codifié, tout est judiciarisé, y compris au quotidien dans le travail? Alors c'est vrai que la vie au travail, c'est comme la vie au quotidien. Des histoires d'amour peuvent naître, mais le harcèlement sexuel, c'est quand même très différent de la naissance d'une histoire d'amour, de la drague, en fait, dans le milieu du travail. Et c'est surtout des souffrances énormes derrière tout ça. Il faut faire attention, il faut également faire attention, et vous avez raison, à ce que la France ne devienne pas non plus les États-Unis où les hommes et les femmes ne montent pas dans le même ascenseur par crainte d'avoir un procès derrière, une procédure qui est mise en place pour harcèlement sexuel. Donc oui, il faut faire attention, il faut être vigilant, mais il faut surtout pas oublier que c'est de très grandes souffrances qu'il y a derrière tous les actes d'harcèlement sexuel et c'est des vies qui sont brisées. Alors précisément, Lydia Guirous, parce qu'on ne va pas nier la réalité de ce harcèlement sexuel, je vous propose d'écouter ce témoignage assez fort d'une femme qui a été victime de harcèlement sexuel de la part de son chef, qui lui faisait des mains baladeuses, des mains courantes, comme on dit. On écoute. C'est quelqu'un qui, face à mes paroles, de toute manière, continuait de me caresser, continuait de me toucher. Et ça a duré 1h30. Et en lui disant, répétant maintes fois que je ne couchais pas, il s'est arrêté lorsqu'il a eu une réunion, en fait. Et pourquoi vous êtes resté pendant 1h30 dans cette pièce? Parce que je ne savais pas quoi faire. On est complètement sidéré, en fait. On ne sait pas comment agir. C'est le notable du coin. On vit dans une sous-préfecture à Villefranche-sur-Saône où tout le monde se connaît, où c'est quelqu'un qui est très apprécié de la population. Donc ma parole contre la sienne a peu de cas. Et en plus, je me suis dit, si je dis quelque chose, je suis grillée professionnellement. Et oui, c'est le problème de la preuve. Ça, comment fait-on? Vous conseillez par exemple aux gens de... S'ils voient que ça dégénère, d'enregistrer, je sais pas, avec le téléphone portable. Évidemment, enregistrer, garder tous les SMS, parce que c'est des preuves qui sont valables devant le juge. Donc ça, c'est vraiment très important. Et ce que ce reportage démontre, c'est l'isolement dans lequel sont les victimes, puisqu'on se retrouve souvent face à un supérieur hiérarchique. Et comment
pourquoi la voix de cette femme compterait plus que celle de cet homme qui l'a harcelée. C'est vraiment parole contre parole. Et là, il est très important d'avoir des tiers à qui pouvoir se confier, puisque dans le cas de harcèlement sexuel, on se remet énormément en question, on a une grosse culpabilité, on a une honte, et ça peut vraiment aller vers des situations très dramatiques, des pensées suicidaires, voire le suicide. Donc c'est pour ça que la cellule qu'on a créée à Saint-Antoine et Thonon, on aimerait qu'un volet à cette loi soit ajouté, un volet sur la prise en charge médicale et psychologique des victimes, parce que là également il y a un vrai vide, et c'est des souffrances et c'est des femmes qu'il faut prendre en charge très rapidement. Lydia Guirous, sans vouloir justifier ou expliquer, est-ce qu'il n'y a pas aussi des femmes qui, dans le cadre du travail, mettent en avant leur féminité, pour faire simple, allument un petit peu le patron? Il y a toujours des cas. Bon, alors là, est-ce que la responsabilité n'est pas un tout petit peu partagée dès lors que on va se mettre sur le terrain le jeu sexuel avec son patron? Alors, je crois qu'il y a toujours des cas isolés, mais c'est pas à partir de ces cas-là qu'il faut faire une généralité ou regarder ce sujet qui est vraiment un sujet très sérieux. Et comme je vous le disais tout à l'heure, derrière tout ça, il y a énormément de souffrance parce que c'est l'exclusion, voire la précarité ensuite pour ces femmes. Alors précisément, les femmes qui sont victimes de harcèlement sexuel, on s'aperçoit que bien souvent, ce sont des femmes qui sont déjà en situation de précarité, de fragilité. On va écouter à nouveau le témoignage de cette femme parce que vous allez voir, elle raconte dans quel cadre ça lui est arrivé, ce harcèlement sexuel. Et lors de cette enquête, plusieurs cas de harcèlement sexuel dans le service ont été mis à jour, et ça s'adressait toujours à des femmes seules avec enfants dans une situation financière délicate. On ne roule pas sur l'or, donc on n'a pas d'argent pour payer des frais d'avocat. Donc ils savaient très bien à qui s'adresser. C'était toujours des personnes en situation de fragilité économique, psychologique, sociale. Alors, dans votre association, vous avez mis en place un numéro vert pour aider les femmes qui sont victimes de harcèlement sexuel. On va donner le numéro 0800 00 46 41. Vous leur dites quoi à ces femmes qui vous appellent? Est-ce qu'il faut immédiatement qu'elles aillent voir le juge dès le premier geste, dès la première main? Alors, nous, cette cellule qu'on a mis en place dans les hôpitaux Thonon et Saint-Antoine avec ce numéro vert, le 0800 00 46 41, donc les victimes, les femmes qui pensent être en situation d'harcèlement sexuel appellent ce numéro vert. Elles sont prises en charge par une équipe de 35 professionnels, des psychiatres et des psychologues médicaux, mais également une assistante sociale qui leur disent, d'une part, est-ce que vous êtes réellement dans une situation d'harcèlement sexuel? Oui, non. Si ce n'est pas le cas, je pense qu'il y a d'autres problèmes psychologiques derrière et donc elles sont orientées. Si c'est le cas, elles sont suivies et il y a un processus thérapeutique qui est mis en place et également une aide au niveau juridique pour pouvoir les soutenir, parce que entamer une procédure d'harcèlement sexuel est quelque chose qui est extrêmement difficile et il faut un soutien psychologique pour qu'en fait elles ne tombent pas et qu'elles ne tombent pas dans cette précarité, puisqu'elles s'excluent souvent du monde du travail pour ne pas rencontrer leur bourreau. Donc nous on les reçoit, on les oriente et on les soigne. Et je pense que ça, c'est éminemment important. Et par ailleurs, je tenais à rebondir sur le sujet, puisque cette femme évoque une situation de fragilité économique. Et en effet, les femmes victimes d'harcèlement sexuel, souvent, sont fragiles économiquement et elles n'ont pas accès aux soins, parce que les psychiatres et les psychologues libéraux sont quand même extrêmement chers. Et nous offrons un service de secteur 1. Donc, il suffit de venir à l'hôpital. Et avec sa carte vitale, on est accompagné et on est soigné sans avance de frais. Et ça, c'est vraiment très important. Bien, merci beaucoup, Lydia Guirous. Je rappelle donc le numéro que vous avez mis en place pour les femmes qui sont victimes de harcèlement, 0800 00 46 41. Présidente de l'association donc Futur au féminin. Merci. Merci. Restez avec nous tout de suite. C'est dans l'air. Yves Calvi qui revient sur les zones d'ombre qui entourent l'affaire Mohamed Merah. À commencer par cette carte de visite d'un garde du corps de Nicolas Sarkozy qui a été retrouvée dans le garage de Mohamed Merah. Que faisait-elle là? Et puis, autre mystère, cette vidéo mystérieuse qui ferait état de liens entre Mohamed Merah et les services secrets français. C'est tout de suite, c'est dans l'air. C'est-à-dire, vous en dit encore plus sur France5.fr.